Si vous venez d'acheter une maison ou vous y pensez, félicitations. Mais avez-vous pensé à l'impact des taxes foncières sur votre budget? Beaucoup de nouveaux propriétaires l'oublient et ça peut coûter plus cher qu'on ne le pense. Il y a seulement quelques jours en Floride, le gouverneur Ron DeSantis a même mentionné la possibilité d'étudier l'élimination des taxes foncières, ce qui montre bien l'importance de ce sujet. Il est important de comprendre les taxes foncières pour votre portefeuille et votre tranquillité d'esprit en tant que propriétaire. Et attention, si vous ne payez pas vos taxes foncières, le gouvernement peut saisir votre maison. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les taxes foncières, pourquoi elles varient, comment elles sont calculées et comment d'autres propriétaires font pour les réduire. Parfois, les plus grandes surprises avec les taxes foncières viennent de là où on s'y attend le moins. Bienvenue, je suis Sylvia Basso, votre agent immobilier au Texas. Notre chaîne fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour une acquisition et vente immobilière réussie. À quoi servent les taxes foncières? Les taxes foncières sont des impôts que les gouvernements locaux prélèvent sur les propriétés, que ce soit des maisons, des bâtiments commerciaux ou des terrains. Cet argent sert à financer des services publics tels que l'éducation, la police, les pompiers et l'entretien des routes. Si vous voyez une école qui se construit ou une route qui est rénovée, c'est aussi grâce à vos taxes. Alors, comment sont évaluées les taxes foncières? Le calcul est simple. Il s'agit d'une multiplication entre la valeur estimée de votre maison par un taux d'imposition. Chaque année, un évaluateur du district évalue votre propriété en prenant en compte des critères comme la taille de votre maison, le type de construction, son âge et les améliorations ou rénovations réalisées. Il est important de savoir que la valeur estimée qui sert de base d'imposition ne reflète pas toujours la valeur marchande de votre propriété. La valeur marchande de votre maison, c'est le prix auquel la maison peut être vendue à un instant T. Pour éviter toute confusion, je vais vous donner un exemple dans la rubrique « Comment réduire vos taxes foncières ». En résumé, votre maison sera évaluée. Ensuite, un taux d'imposition y sera appliqué pour déterminer la somme que vous devez payer pour vos impôts fonciers. Le taux d'imposition varie par État et représente en moyenne 0,4% à 2,5% de la valeur estimée par l'évaluateur. Ensuite, une notice vous sera adressée avec la date de paiement. Maintenant, comment réduire votre taxe foncière? Pour réduire votre taxe foncière, vous avez deux options principales, toutes deux légales, mais peu utilisées par les nouveaux propriétaires, souvent par manque d'information ou par ignorance. La première option, c'est de postuler pour l'exemption de résidence principale. Le terme en anglais, c'est Homestead Exemption. Vous savez, l'exemption de résidence principale, c'est un petit coup de pouce légal très utile pour les propriétaires. Cela leur permet de réduire les impôts fonciers sur la résidence principale. La résidence principale fait référence à la maison habituelle et effective du propriétaire et de sa famille. Imaginez une résidence principale évaluée à 300 000 $, taxée à 1% et éligible pour une exemption de 50 000 $. La valeur taxable de la propriété serait de 250 000 $, ce qui donnerait une facture d'impôt foncier de 2 500 $. Sans l'exemption, la facture serait de 3 000 $. La différence n'est que de 500 $. Mais sur 10 ans, cela représente 5 000 $ qui pourraient être utilisés pour d'autres objectifs comme renforcer votre santé financière ou préparer votre retraite. Certes, la maison est taxée sur la base de 250 000 $, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre votre maison à 350 000 $ si le marché le permet. Dans notre exemple, les 350 000 $ représentent la valeur marchande. Les 300 000 $ représentent la valeur estimée et les 250 000 $ représentent la base d'imposition due à l'exemption de résidence principale. Ce qui est intéressant, c'est que le montant de la réduction peut changer selon plusieurs facteurs, comme votre âge, si vous avez un handicap, si vous êtes marié, si vous avez des enfants à charge à la maison, ou même le type de propriété que vous avez. Pour ceux qui sont au Texas, notez que la date butoir pour déposer l'exemption de résidence est le 30 avril.
Corneille Laure nous explique que cette exemption, en plus de l'allègement de votre facture d'impôt foncier, protège aussi votre maison contre les créanciers qui pourraient vouloir la saisir pour rembourser des dettes. Même si les détails de cette loi peuvent varier d'un État à l'autre, voire d'un county à un autre, l'idée de base reste la même. Donner un coup de pouce aux propriétaires en allégeant leur impôt foncier. Ça rend la maison plus abordable et cela met un peu de distance entre vous et les créanciers juste au cas où. La seconde option, c'est de contester l'évaluation de votre propriété. Chaque année, votre propriété est évaluée par le district d'évaluation de votre county. Si vous trouvez que la valeur attribuée est trop élevée, vous pouvez faire une contestation auprès du district. Cela peut déclencher une réévaluation et potentiellement baisser votre facture. Résultat, votre facture d'impôt foncier pourrait bien diminuer. La date de contestation est mentionnée sur la facture que vous allez recevoir. Alors, vous pouvez contester vous-même ou par le biais d'un spécialiste. Enfin, pour éviter de payer des intérêts et pénalités, assurez-vous de régler votre facture avant la date limite de paiement. Pour se faire le paiement de l'impôt foncier, vous avez deux options. Payer directement ou par un compte séquestre. Vous pouvez payer les impôts fonciers directement. Quand vous payez vos impôts fonciers directement, c'est à vous de mettre de côté les fonds nécessaires et de vous assurer que le paiement est effectué avant la date limite. Les impôts fonciers sont généralement facturés une fois par an, mais vous pourriez avoir la possibilité de les payer en plusieurs mensualités, selon les règles de votre administration fiscale locale. Cette méthode demande une bonne gestion budgétaire et une discipline financière pour s'assurer que les fonds nécessaires sont disponibles à échéance. Vous pouvez payer les impôts fonciers via un compte séquestre, appelé escrow account. Si vous avez un prêt hypothécaire, votre prêteur peut exiger que vous payiez vos impôts fonciers via un compte séquestre. C'est une pratique courante, surtout si le prêt inclut une assurance hypothécaire privée, PMI, ou si vous avez versé moins de 20% de mise de fonds pour l'achat de votre maison. La mise de fonds, c'est ce que nous appelons apport initial ou down payment. Avec cette méthode, le prêteur estime le coût annuel de vos impôts fonciers et de votre assurance d'habitation et divise ce total par 12 pour déterminer le montant que vous devez payer chaque mois. Ce montant est ajouté à votre paiement hypothécaire régulier. La partie de votre paiement destinée aux impôts fonciers est versée dans un compte séquestre géré par votre prêteur. Lorsque vos impôts fonciers sont dus, le prêteur les paye en votre nom en utilisant les fonds du compte séquestre. Chaque méthode a ses avantages. Payer directement vous donne plus de contrôle et nécessite une bonne discipline financière, tandis que payer via un compte séquestre simplifie votre budget et garantit que les paiements sont effectués à temps par le prêteur. Aujourd'hui, nous avons couvert l'essentiel sur les taxes foncières. Vous savez maintenant qu'elles financent des services publics, comment elles sont calculées et comment vous pouvez les réduire. Vous savez aussi comment les payer. J'espère que ces informations vous aideront à mieux gérer cette partie importante de votre bien immobilier. En complément de cette vidéo, regardez ma vidéo sur comment gagner de l'équité. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.